Dans la société d'aujourd'hui, les gens peuvent être classés en trois catégories, les héros, les méchants et les gens banals. Cependant, cela ne veut pas dire que les héros sont toujours des figures vertueuses et irréprochables, ou alors que les personnes ordinaires n'ont absolument rien de spécial et resteront dans l'ombre des autres toute leur vie. Avec cette logique, on peut en conclure que les vilains ne sont pas forcément tous de mauvaises personnes, même si ce n'est pas l'avis général. Lui, en tout cas, il est sans aucun doute dans la catégorie des vilains. Sortant de nulle part, une lumière aveuglante envahit les lieux. Un homme, complètement ébloui, semble ne pas comprendre ce qu'il se passe. D'autres personnes, elles aussi, sont confuses et se demandent bien où est-ce qu'elles sont. Soudainement, un homme en tenue de bureau les appelle à se calmer. Ils doivent rester lucides pour pouvoir comprendre la situation et... Lui coupant la parole, le blond lui dit d'aller se faire foutre. Et devenant violent, il est même sûr que c'est ses yeux qu'il a kidnappés. En retrait, les autres ne savent comment réagir, ni même s'ils peuvent intervenir. Mais le salarié soupire d'un air exaspéré et attrapant les deux bras de la brute, il lui décoche un coup de genou dans l'abdomen. Terrible coup qui met le blanc à genoux qui s'entend de douleur. Mais voilà qu'une main se tend en lui pour l'aider à se relever. L'homme en chemise se présente, il est Chang Seok. Lui aussi est tout aussi perdu, il vient de se réveiller un instant comme tous ici. Mais la brute s'énerve à nouveau, beuglant comment il est censé croire ça. Et voilà que les deux mâles pleins de testostérone se lancent alors un regard froid, synonyme de tension. Intervenant dans leur querelle, notre héros s'avance et dit s'appeler Sungon. La fille à côté se présente aussi, elle s'appelle Mina. Le blond comprend rien, mais bon, lui c'est Pilseob. Suite à ça, une chose se matérialise alors dans l'air. Une fenêtre indique qu'une quête tutorielle est en cours. Leur mission est de se présenter. Mina demande perplexe s'il y a quelqu'un qui voit ça. Et Pilseob, lui, accuse la picole de la veille de le faire halluciner. Si la jeune fille comprend bien, tous ici ont une quête comme elle. Chang Seok répond que oui, et qu'il semble qu'ils vont devoir discuter pour progresser. Mais le blondinet s'agace. Pourquoi est-ce que ce vieux tente de jouer les chefs, c'est bizarre. Pour ne pas le calmer, Mina lui dit de faire un effort. Ils doivent essayer de comprendre ce qu'il se passe. Sungon rajoute lui aussi que Pilseob devrait la fermer, chose qui ne semble pas lui plaire. Mais notre héros se contente de pointer une direction de son doigt, pointant vers une porte à moitié défoncée qui semble être la seule issue. Et de l'autre côté, les bruits de pas qui traînent semblent en provenir, avant qu'un grognement peu rassurant ne se fasse entendre. Soudainement, la chose hurle en essayant de forcer ce qu'il reste de la porte. Mina en crie de panique, et même Pilseob, pourtant arrogant, en perd son sang-froid. Une nouvelle quête tutorielle apparaît, indiquant qu'ils doivent massacrer, s'échapper et survivre aux personnes à l'esprit maléfique. Apportant plus de détails, les conditions pour compléter chaque demande du système sont affichées aux joueurs de ce jeu étrange. Et alors que colère, peur et incompréhension s'installent dans le groupe, Chang Seok leur demande de se calmer, ils ont pas le temps de paniquer. En retrait de tout ça, notre héros les observait s'embrouiller sans dire mot. Et avant que le groupe ne puisse bloquer la porte, la voilà qui cède, faisant pénétrer la mort dans ces lieux. Mais un poing serré s'apprête déjà à lui souhaiter la bienvenue. Chang Seok venait de lui envoyer un direct droit dans la face. Et même si cela ne suffit pas à en finir avec le monstre, le salarié remarque que cette chose est faible, ils peuvent s'en occuper. Il ordonne alors au reste du groupe de trouver une arme ou n'importe quoi. S'ils l'attaquent tous ensemble, ils devraient pouvoir le tuer. Pas trop rassuré, le reste de la bande scrute alors les environs en cas d'un objet à utiliser. Et dans un coin de la salle, une caméra était discrètement en train d'enregistrer l'intérieur. L'on pouvait y voir le groupe chercher de quoi vaincre le zombie qui leur bloque la route. Le tout retransmis sur plusieurs écrans, semblant chacun provenir de salles différentes. L'on demande alors si ça a commencé, et le responsable des surveillances confirme que leur tuto vient de débuter. Un homme à la moustache raffinée indique que ce groupe a l'air plutôt unique. Et pour cause, les camarades de Jungon avaient déjà terrassé le monstre. Le moustachu n'était pas là au début, donc il est confus. Comment cela se fait-il qu'ils aient commencé aussitôt? Le surveillant lui montre donc le replay de la salle et lui dit de regarder l'homme blond. Ce dernier s'est réveillé avant le reste du groupe, mais n'a pas cherché à les sortir de leur sommeil. Il a ensuite découvert le système et en a compris les bases de son côté, avant de simuler d'être inconscient jusqu'au réveil des autres. Il n'a absolument rien dit aux autres quant à l'existence du système et des fenêtres de skill ou de statut. Le supérieur s'amuse devant un tel renard, ça risque d'être très intéressant. L'on indique ensuite que l'homme appelé Chang Seok est plutôt incroyable lui aussi, il a déjà débloqué une compétence. Le responsable répond que c'est plutôt commun même à ce niveau. Ce qui compte, c'est le rang qu'il a obtenu pour sa compétence. Affichant le statut du groupe, il affirme qu'il possède un skill de rang B, ce qui est plutôt rare pour le tutoriel. Honnêtement, c'est grâce à cet homme si le reste a pu se ressaisir et affronter l'esprit maléfique qui avait pourtant une compétence de peur. Et alors que le vieil homme se demande s'ils seront les premiers à finir le tuto, son adjoint remarque quelque chose à l'écran. Le visage de ce dernier s'emplit d'incompréhension, alors que son chef, lui, a plutôt l'air épaté. Il dirait même qu'il est choqué. En tout cas, aucun doute qu'il ne s'attendait pas à ça. Et pour cause, Chang
Sock venait de se faire empaler la gorge. Notre héros, responsable de tout ça, présente ses excuses, mais il pense que c'est la seule façon pour lui de survivre. Devant ce meurtre, Mina craque et fond en larmes. Et alors que le bourreau se rapproche, la voilà qui répète en boucle être dans un cauchemar dont elle va se réveiller. Mais Jungon se contente de la faire taire à son tour. Et sans aucun remords, continue sa marche, les pieds imbibés du sang de la jeune Mina, avant d'indiquer à sa proie qu'il est le dernier sur la liste. Il s'éhobe, resté planté là, tétanisé par les événements, avant de demander à son bourreau ce qu'il est vraiment. Et seul un bruit de chair se fera entendre en guise de réponse. Peu après, le système félicite le grand vainqueur de la quête tutorielle et le récompense de 5 de gloire, 100 de notoriété, ainsi que le titre de traître malicieux. Au plus grand plaisir de Sun Gon, on lui annonce qu'il est maintenant un joueur de la grande mission, un jeu ayant pour but de choisir le successeur de Dieu. L'instant d'après, une personne derrière lui est ravie de le rencontrer. Se présente alors un homme élégant du nom de Jerry. Il lui informe être son soutien et qu'ils sont actuellement dans la salle de départ. Ce monde tout entier est la grande mission. Une scène immense créée par les divinités pour choisir celui qui sera le prochain dieu. Plus il survivra longtemps, et plus il aura de chances de succéder à un dieu de haut rang. Sun Gon se met alors à réfléchir. Entre ce système bizarre et ce type qui apparaît d'un coup, il y a de fortes chances qu'il ne soit même plus sur Terre. Il remarque même à voix haute que c'est un scénario plutôt banal dans les romans fantaisistes. Chose que Jerry ne peut qu'admettre. S'il est un bon lecteur ou un mordu de jeux vidéo, alors ça devrait lui paraître familier. Cependant, ce n'est pas un vulgaire jeu. S'il meurt, ce sera bien définitif. Les deux seules façons de quitter ce monde sont soit de mourir, soit de devenir un dieu. Voilà qui embête le jeune homme. En gros, il est impossible pour lui de revenir dans son monde. Jerry reprend et lui dit de ne pas s'inquiéter. En tant que joueur, il a le droit à une résurrection, ce qui lui fait de vie. Notre héros se demande alors si les 3 personnes qu'il vient de tuer sont... Mais il y repensera le moment venu et demande à Jerry s'il peut soigner sa main. Chose qu'accepte ce dernier d'un claquement de doigts. Et alors qu'il soigne son poulain, Jerry jette un œil sur l'infâme titre qu'a obtenu Sun Gon après le tuto. Intrigué de comment il a pu obtenir une telle chose à peine arrivé ici, cachant sa suspicion derrière un grand sourire, il se demande bien quel genre de personne il a en face de lui. Bien, maintenant Jerry va le laisser se préparer pour le véritable test. Les récompenses du tuto sont dans son inventaire et il peut aussi acheter des objets ou des skills dans le shop. Et ainsi, 3 heures plus tard, Sun Gon était toujours plongé dans le système. Ce dernier avait fait son choix et son soutien a remarqué qu'il flambe tout. Il a même acheté une extension d'inventaire. Et de ce qu'il peut distinguer aussi, il y a de la nourriture ainsi que du matériel de camping. Ce type, c'est parfaitement ce dont il a besoin pour tenir longtemps. Et surtout, très intéressant, il a acheté le livre Magic Shock plutôt qu'un skill de haut rang. Une merveilleuse décision dans un contexte de survie. Une fois équipé de tous ses achats, Sun Gon pense maintenant qu'il est suffisamment paré. Jerry lui demande alors s'il est prêt à passer le vrai test, chose qui intrigue notre héros, qui demande en quoi ça consiste. L'homme en blanc lui assure que c'est très simple. Il doit tuer ce chien. Devant l'animal tout tranquille, notre héros semble un peu perplexe. Jerry lui dit qu'en faisant cela, il validera le combat en situation réelle et pourra ensuite se reposer. Bien évidemment, le chien ne pourra pas l'attaquer en retour. Repensant à ceux qu'il a déjà tués de sang-froid, Sun Gon se ressaisit, même si son corps, lui, semble toujours hésiter. Faisant taire ses émotions, il brandit sa lame et la bat d'un coup sec sur le canidé. Jerry le remercie de ne pas avoir traîné, et avant qu'il ne lui propose d'aller se reposer, notre héros semble ne pas se sentir bien. Et le voilà qui recrache son estomac, sous l'œil incompris de Jerry, qui trouve cela très contradictoire avec ses actions. Ce dernier est un peu déçu. Il imagine maintenant qu'il va le supplier de le renvoyer chez lui, même si cela est impossible. Mais subitement, Sun Gon lui attrape la jambe. Toujours fébrile, il lui dit de continuer. D'un regard déterminé, il ordonne d'en avoir un autre, qu'il réinvoque un chien tout de suite. Voilà qui ne manque pas de déstabiliser Jerry, qui accepte sa requête. Cette situation était une opportunité parfaite pour Sun Gon, qui peut s'entraîner librement avant de commencer la grande mission. Après le premier chien, il en a éliminé une centaine d'autres avant de continuer avec toutes sortes d'animaux différents. Ensuite, il a même eu le droit à certains monstres comme des gobelins ou des orques qui eux aussi étaient restreints dans leurs mouvements. Et une fois familiarisé avec l'épée, il était temps pour lui de commencer la grande mission, avec un dernier conseil de Jerry. Que ce cher Sun Gon donne de l'importance à sa vie avant tout, c'est le plus important ici. Peu après, des vagues de personnes étaient importées à l'intérieur de la ville, et les réactions des joueurs ne se faisaient pas attendre. Certains étaient déconcertés de se faire
téléporter à tout va. Quant à d'autres, ils perdaient leur sanité, hurlant de désespoir qu'on les laisse partir. Sun Gon lui scrutait les environs. Il n'a pas le temps de s'ébahir. La grande mission vient de commencer, il y a sûrement notre soutien comme Jerry par ici. Le voilà ensuite devant ce qui est le tableau des quêtes de la première ville, où une intendante souhaite la bienvenue aux joueurs. Elle l'informe que s'il ne désire pas sortir de la ville, alors il peut venir chercher des missions ici. Comme il est débutant, il peut aller chasser des rats ou des insectes qui envahissent des lieux. Notre héros jette ensuite un œil aux infos de l'une des quêtes. Les récompenses ne sont pas dingues, mais il y a un bonus de première complétion. Par contre, il n'y a indiqué ni s'il a le niveau, ni s'il a les bonnes stats pour faire ça. Pour être sûr, le mieux serait qu'il commence à augmenter toutes ses stats. Sun Gon valide alors la quête des rats, et l'intendante lui indique qu'il va être transporté jusqu'au lieu de la mission. Le voilà qui s'évapore plutôt confiant. Après tout, ce ne sont que des rats, il devrait en finir vite. Peu après, sa lame frappe le sol. Agacé, notre héros n'arrive pas à les attraper. Ces merdes sont trop petites et trop rapides. D'ailleurs, maintenant qu'il y pense, on ne lui a pas dit comment annuler une quête. Il y a fort à parier qu'il est coincé ici jusqu'à la fin. Cassant la croûte, il se félicite d'avoir ramené de la bouffe où il serait mort de faim avant d'avoir fini et... Mais oui, c'est ça. Il va utiliser le poison de rang inférieur qu'il a acheté. Et seulement quelques temps après, les vermines avaient rendu leur dernier souffle. L'intendante félicite le joueur pour sa rapidité. C'est vraiment impressionnant. Mais notre héros est agacé qu'elle ait dit sa voix haute. Et pour cause derrière, les autres commençaient déjà à discuter de ce joueur prometteur. Il se ressaisit et lâche un faux rire. Après tout, ça ne servira à rien de s'énerver et d'embrouiller une personne aussi importante. Lui donnant un coup de pouce émotionnel, son titre lui accorde un meilleur contrôle sur son mental, et cet effet s'améliorera avec ses stats. Soudainement derrière lui, un duo d'inconnus lui demande poliment quelques informations sur la quête qui vient de terminer, mais notre héros compte simplement les ignorer. Cependant, le voilà qui se ravise dans son idée. Il demande ensuite au costaud s'il a un titre, et ce dernier répond qu'il a le valeureux survivant. Sun Gon devine à ça que ce type doit être plutôt digne de confiance. Ça ne lui fera pas de mal d'avoir quelques bonnes relations dans le futur. Il indique ensuite à ces personnes d'éviter la quête des rats, encore plus s'ils ne sont pas correctement préparés pour celle-ci. Chose qui surprend le couple étant donné que lui vient de la réussir. Ayant entendu tout ça, les autres joueurs l'accusent de mentir et d'être un arnaqueur. Ils tentent de les décourager pour que lui ait une avance sur le reste. Et bah pas de bol, ils sont pas dupes et comptent la faire. Voilà qui amuse notre héros. Ils sont tous tombés dans son piège à pieds joints. Et alors que tous ces idiots s'empressent de valider la quête des rats, notre héros demande à faire celle de la chasse au loup. Du côté du couple, le costaud dit qu'ils vont plutôt faire la quête des insectes. Mais sa copine ne comprend pas, pourquoi ne pas faire les rats? Et ce dernier répond qu'on lui a dit d'éviter, et son instinct lui crie d'écouter ce conseil. Interpellant notre héros sur le point d'être téléporté, il lui demande s'il souhaiterait rejoindre leur groupe. Il indique ensuite à Sun Gon que les gens d'ici ont dit que c'était possible de faire des quêtes à plusieurs, alors... Mais notre héros décline, il préfère être seul. Et le voilà qui est téléporté sur les lieux de sa quête. Sans perdre un instant, il installe des pièges par-ci et par-là. Aussi, au cas où, il va imbiber sa dague de poison. Une fois préparé, une fourrure argentée se tenait à quelques pas de lui. Maintenant, tout ce qu'il a à faire, c'est de mater ce gros toutou. Et fort heureusement, il a de l'expérience dans ce domaine. Enfin, ceci dit, il vient de remarquer qu'un deuxième lui rôdait aussi autour. Il va devoir réguler l'espèce. Et le premier qui prendra la foudre, ce sera... celui qui vient de se faire avoir par le piège. Sun Gon n'attend pas que la bête se libère pour passer à l'assaut. Mais sa frappe manque de justesse le loup, maintenant libre. Et ce dernier semble plus que furieux. Notre héros sait qu'il doit rester vigilant. Quand une bête est blessée, c'est là qu'elle est le plus féroce. Ne prenant aucun risque, le voilà qui paralyse le loup grâce au skill de choc. Il savait que ça finirait par être utile. Et maintenant, il n'y a plus qu'à... transpercer ce vilain clébard qui ne sait pas se tenir. Mais profitant de cette action, le second loup attaque Sun Gon par surprise. Et merde, le voilà bien embêté. En plus, son épée est coincée dans la chair. Dans ce cas, Sun Gon lâche son arme. Et d'une impulsion saute dans les airs. Avant de retomber dos au sol, écrasant la bête de tout son poids. Et dégainant sa dague empoisonnée, il la plante droit dans le crâne de sa proie. Ça aurait pu mal tourner, mais heureusement pour lui qu'il était venu préparer. Suite à ça, en mixant piège et poison, Sun Gon a pu s'occuper seul des 30 loups de la quête sans trop de difficultés. En récompense, le système lui offre quelques objets, 3 points de gloire, et le plus important, des points de statistiques. De retour au tableau des quêtes, l'intendant se réjouit qu'il ait à nouveau réussi avant tout le monde. Et notre héros la supplie de pas crier ça sur tous les toits cette fois. La demoiselle lui dit qu'elle est simplement surprise de ses exploits. Mais sinon, est-ce qu'il est blessé? Notre héros répond que ça ira. Il souhaiterait cependant savoir s'il y a une auberge dans le coin. Et peu après, le voilà qui s'était rendu à l'endroit indiqué. Poussant la porte de l'auberge,
l'auberge, il est accueilli par une main tendue dans le silence. Il demande donc à l'aubergiste ce qu'il veut, et ce dernier répond qu'il veut d'abord voir s'il a de l'argent. D'autres personnes ont déjà tenté de le rouler. Sans faire d'histoire, Sun Gun fouille dans son inventaire, et en sort un sac de 70 000 gold, chose qui ravit le commerçant, qui lui souhaite la bienvenue. Et enfin tablé, la serveuse lui demande ce qu'il souhaite. Ils peuvent absolument tout préparer. Eh bien, notre héros va commander de la grillade et du riz. Ensuite, une fois seul, il en profite pour jeter un œil à sa fenêtre de statut et faire le point sur sa progression. Presque toutes ses stats ont dépassé 10. Il devrait maintenant être largement plus fort qu'un humain lambda. Aussi, son niveau de maîtrise de ses skills est déjà monté au rang C. Est-ce que c'est la norme? Ou bien est-ce parce que ses skills ne sont pas de haut rang? Pendant qu'il se perdait dans ses pensées, deux figures familières reconnaissent notre héros. S'approchant de lui, l'on se réjouit de le retrouver. Peuvent-ils s'asseoir avec lui? Dévisageant un instant les deux personnes qui lui font face, Sun Gun finit par hocher la tête pour les y autoriser. Le garçon se présente, il est Yunji, et sa copine c'est Ina. En retour, notre héros leur dévoile qu'il s'appelle Sun Gun. Avant tout, Yunji souhaite remercier son nouvel ami. Grâce à lui, ils ont échappé belle. Chose qui intrigue notre héros. De quoi parle-t-il? Maintenant qu'il y pense, il ne s'est pas renseigné sur la situation et s'est contenté de faire des quêtes. Le couple se lance alors un regard un peu hésitant, mais Yunji finit par hocher la tête. Il propose ensuite à notre héros, s'il est d'accord, de faire un deal. Légèrement intrigué, ce dernier lui demande de quel genre. Allant droit au but, ils vont tout lui dire sur ce qu'ils savent, si en échange il leur paye un repas. Sun Gun ne s'attendait pas à ça, mais ça se discute. Après tout, ça ne coûte pas si cher que ça, donc s'il peut gratter des infos en échange de quelques gold, très bien, il accepte de leur payer un repas jusqu'à 100 gold, maintenant qu'ils honorent leur part. Yunji l'informe donc qu'après qu'ils aient fait leur mission avec les insectes, il y a eu plusieurs émeutes en ville. Avoir été téléportés contre leur volonté dans un monde inconnu n'a pas trop plu à beaucoup de gens, et en réponse des soldats sont arrivés pour pacifier les rassemblements. Ils ont emmené ceux qui refusaient de s'arrêter, mais il y a eu des morts dans le processus. Toutefois, les joueurs décédés sont tous revenus à la vie, ce qui a encore plus semé le chaos. D'ailleurs, concernant cette résurrection, il semble tout de même y avoir une pénalité lorsqu'un joueur meurt. Tous ceux qui sont revenus ont affirmé avoir perdu 3 points de statistiques dans chaque stat. Notre héros fait la remarque qu'ils ont 6 caractéristiques, ce qui fait une colossale perte de 18 points au total. Yunji reprend. Hormis ça, de façon plus générale, il est possible de trouver certains lieux dans les environs, comme le tableau des quêtes, des restos, des auberges, des shops, des armureries, et le plus intéressant, des temples pour changer de classe. Actuellement, Sun Gun est épéiste, mais c'est vrai que ça vaut le coup de se renseigner sur les effets d'un changement de classe, notamment si ça lui débloque des skills spéciaux. Enfin, Yunji en termine avec ses infos. La plupart des gens qui sont partis à la chasse aux rats ne sont pas revenus, mais grâce à lui, eux ont pu éviter cette quête, il les en remercie. Notre héros n'est pas étonné, après tout, c'est une horreur d'attraper ces petites merdes. Heureusement que lui est préparé. L'on apporte ensuite le repas des invités, qui semblent déjà le dévorer des yeux. Sun Gun va ensuite leur proposer autre chose. Il leur paiera un repas tous les jours, si en échange, il continue de leur apporter des informations. Au fond de lui, il sait que ça reviendra cher, mais ça lui économisera pas mal de temps de déléguer ça. Yunji accepte avec plaisir, ils ne le décevront pas. Le soir enfin tombé sur la ville, Sun Gun sort un coup histoire de changer les idées. Mais à peine dehors, qu'une horde de mendiants lui réclame la charité. Juste un gold, ça suffira. Répugné par ces clochards, notre héros les méprise. Ils ont été incapables de s'adapter à ce monde et ont fait des mauvais choix. Ils ont tout ce qu'ils méritent. Sun Gun passe alors son chemin, sans donner d'intérêt à ses nuisibles. Mais sans faire attention, son épaule frôle l'un des mendiants, et simulant une blessure. « Seigneur Dieu, cet odieux voyou l'a frappé. Il a mal, il souffre, il se meurt. Que quelqu'un arrête ce terroriste !» S'il avait eu affaire à une honnête personne, peut-être que Sun Gun se serait excusé par politesse et parce qu'il y a du monde autour. Après tout, dans son monde d'avant, il ne faisait que ça. Prétendre être une bonne personne et s'incliner pour les satisfaire, même si au fond, il n'a jamais été quelqu'un de moralement bon. Il n'a fait que vivre en restreignant son vrai lui, sinon la société l'aurait enfermé. Le mendiant continue son cinéma et demande une compensation pour l'avoir mortellement blessé, sinon... Sinon quoi ? Qu'il baisse d'un ton tout de suite, il ne veut pas finir sous terre. Notre héros reprenait tranquillement son chemin, résolu à ne plus porter ce masque cachant sa vraie nature. Le lendemain, aux abords de la grande place, l'on souhaite à Sun Gun la bienvenue au temple des classes. Un vieil homme maître des lieux se présente, il est Philippe, une création faite pour aider les joueurs. Ça tombe bien pour notre héros, il aurait justement une question à propos des classes. Dans son statut, il a déjà les classes d'épéistes, de voleurs et de magiciens. Y a-t-il une différence avec les classes obtenables ici? Voilà qui surprend
reprend l'autre des lieux. La grande mission n'a commencé qu'il y a 2 jours, et cette personne aurait déjà cumulé 3 classes. En y regardant de plus près, il a aussi l'air équipé différemment des autres joueurs. Philippe explique alors que les 3 classes de Sun Gon sont temporaires et basées sur son style de jeu actuel. S'il modifie sa façon de jouer, alors ses classes s'adapteront en conséquence. Par exemple, s'il ne se met qu'à utiliser la magie, alors seule la classe de magicien restera. Cependant, les classes obtenables ici au temple ne peuvent être modifiées par ses actions. Il va sans dire que son choix influera et définira son développement de joueur sur le long terme. Enfin, il dit ça, mais ça sera sûrement plus simple de lui faire une démonstration. Une longue liste de différentes classes apparaît alors devant Sun Gon, et son note l'explication créée à partir des expériences du joueur. Ensuite, le système analyse et recommande des classes personnalisées à chaque personne. Un peu intrigué, notre héros demande si ces classes recommandées sont plus fortes que celles de base, mais Philippe se contente de dire que la réponse est à la fois oui et non, tout dépend du joueur. Il indique ensuite que le prix pour choisir une classe est de 50 000 gold, et il lui suffit juste d'avoir de l'argent, et il pourra choisir quand il le souhaite. Sun Gon réfléchit un instant, même si c'est cher sur le moment, c'est clairement un bénéfice sur le long terme. S'il exclut les classes qui semblent limitées sur leur capacité, il lui reste donc épéiste ou bandit valeureux comme option viable. Par contre, il y a une restriction étrange pour le bandit valeureux. Il ne sait pas exactement à quoi se réfèrent les techniques lâches, mais s'il doit abandonner les pièges ou poisons, alors c'est plutôt contraignant. Et bien dans ce cas, il n'a plus qu'une seule option envisageable. Notre héros indique à Philippe qu'il souhaite prendre la classe d'épéiste définitive à la place de la temporaire. Ce dernier n'y voit aucun problème, mais souhaite savoir s'il a les gold requis avant. Sans sourciller, Sun Gon lui tend donc un sac rempli de gold, et le vieil homme s'en retrouve surpris. Certains joueurs sont forcés à mendier pour avoir 10 gold, mais lui, il achète une classe comme si c'était du pain à la boulangerie. Enfin, soit. Philippe félicite Sun Gon pour l'obtention de la classe d'épéiste. En plus de ça, le système le récompense avec des points de statistiques, mais aussi des skills exclusifs aux épéistes. Le parigourou est une compétence active de déplacement, et le discernement infini est un passif lui accordant des connaissances sur des domaines larges. Couplé aux 18 points de stats que ça lui a donné, il vient de prendre une terrible avance sur les autres. Une fois sorti du temple des classes, Sun Gon était impatient d'essayer le parigoureux et d'en voir les effets. Mais soudainement, quelque chose l'interpelle dans son dos. C'est plutôt subtil, mais il peut sentir que 2 personnes sont en train de l'observer. Il se demande bien pourquoi. Et jetant un coup d'œil sur comment ces autres joueurs sont équipés, il devine qu'ils sont eux aussi plutôt doués. Sun Gon en conclut que ces équipements ont dû attirer l'attention, étant donné que peu de joueurs se sont procurés même après quelques jours. Subitement, l'on interpelle la demoiselle en lui attrapant le bras. Leur pote l'a appelée pour lui parler. Elle est bouchée ou quoi? Mais pas intimidée, la joueuse ordonne qu'on la lâche immédiatement. Et d'un regard perçant, elle le prévient qu'elle va séparer sa main de son bras dans quelques secondes. Hein? La racaille a bien entendu? Pour qui est-ce qu'elle se prend, cette? La tranche en sec, la femme honore sa promesse et la lèche d'un avant-bras. Voilà qui ne manque pas d'intimider les amis du voyou et d'attiser l'intérêt chez Sun Gon. Et alors que la brute hurle de douleur suite à l'amputation, la jeune femme conseille à ses abrutis de ne plus la croiser, car un bras ne lui suffira pas la prochaine fois. Pris de panique, les lâches détalent à pleine vitesse pour ne pas finir invalide. Sun Gon peut sentir une pression venant de la joueuse, mais ça ne semble pas l'atteindre lui, sûrement grâce à ses stats. L'on interpelle ensuite notre héros pour lui dire qu'il semble être plutôt intelligent, chose que ne comprend pas ce dernier. L'inconnu affirme qu'il n'a pas besoin de jouer les idiots. Vu son équipement, il doit avoir fait pas mal de quêtes déjà. En plus de ça, elle revient du temple, donc il a sûrement déjà choisi une classe, non? Sans confirmer ses doutes, Sun Gon lui demande où il veut en venir. Le joueur absurdement grand souhaite savoir quel est son titre. Le sien, c'est le leader. Sun Gon réfléchit un instant. S'il dévoile que son titre est le traître malicieux, alors tout le monde se méfiera de lui. Cachant la vérité, il affirme ensuite être le valeureux survivant, titre qu'il a emprunté à Yunji. Le BG aux cheveux roses se présente, il est Kang Duan. Est-ce que ça l'intéresserait de rejoindre leur groupe? Cependant, Sun Gon n'est pas convaincu et demande ce que ça lui apportera de faire équipe avec eux. Duan explique donc qu'ils seront des coéquipiers de valeur et qu'ils pourront lui apporter un soutien financier. Et puis, il aura la protection d'un mec balèze si quelqu'un l'embête. Mais Sun Gon demande rhétoriquement où est-ce qu'il voit un mec balèze. D'un ton amusé, Duan se demande d'avoir une stat de force à 50. Il explique ensuite que les stats de quelqu'un sont basés sur la personne qu'il était avant tout ça. Et comme lui a toujours été du genre super costaud, ça explique la valeur de Zinzin. Pour donner un autre exemple, un type malin, lui, aurait une stat d'intelligence hyper haute. Sun Gon reste quand même outré que ce colosse ait 50 de force. Lui, avec tous ses bonus, a à peine 20. Ce jeu est terriblement mal équilibré. Finalement, notre héros décline, il préfère rester seul. Et Duan lui dit alors de venir trouver le groupe ETFA si jamais il change d'avis. Il promet de bien le traiter. Sun Gon repart donc de son côté. S'il veut vite s'améliorer, il va devoir enchaîner
enchaîner les quêtes. Devant le tableau, il pense devoir choisir des missions plus dures, sinon l'argent pourrait vite devenir un problème. Dans une synchro parfaite, l'on réclame la quête des orques malades. Voilà qui surprend notre héros. Il reconnaît la joueuse de tout à l'heure, celle qui ampute à tout va. N'y prétend pas attention, la jeune femme réclame être transportée et vite. Sun Gon est alors de réaliser quelque chose. Elle se dépêche parce qu'elle compte lui shipper le bonus de première complétion. Sans perdre un instant, il demande à l'intendante Sarah de lui envoyer et vite. Tout juste téléporté, le voilà bien embêté, il n'a pas pu se renseigner sur la difficulté. Dégainant son inventaire, ça importe peu, il ose dépêcher. L'instant d'après, une délicieuse et succulente dinde rôtie était posée à terre. Deux orques s'approchent tout contents de la pas empoisonnée, mais l'un d'eux trouve ça louche. Non, c'est bizarre quand même de trouver un plat cuisiné dans une assiette en pleine forêt. Sun Gon croit rêver, depuis quand les orques sont diplômés d'Harvard? Oh et puis merde, notre héros perd patience, à ce rythme il va perdre le bonus. Il lance alors le skill de choc par surprise sur l'un des deux monstres. Pris au dépourvu, le deuxième n'en revient pas de voir un humain. Préparant un assaut de sa lame, Sun Gon ne compte pas leur laisser le temps de réagir. Mais son épée se voit parer par l'énorme gourdin du monstre, et je parle bien sûr de son arme. Notre héros essaie tant bien que mal de repousser la furie du monstre, mais ça n'a rien à voir avec les orques que j'ai réinvoqués pendant le test. Acculé, Sun Gon doit réfléchir à comment se sortir de cette impasse. Mais le monstre compte bien répliquer sans lui laisser le moindre répit. Et le voilà qui repart à l'assaut de notre héros. Repoussant le monstre avec un énième choc, Sun Gon pensait que les orques seraient faibles vu qu'ils sont supposés être malades. Mais c'est à peine si la compétence est chatouille l'espace d'un instant. Sun Gon commence à s'épuiser, il doit trouver une solution. Le monstre hurle alors à l'humain qu'il est nul et archi nul. Interpellant son camarade, il affirme qu'il peut se battre tout seul, qu'il n'intervienne pas. Le grand Gult se fait alors fièrement devant l'humain qui souhaite combattre en duel. Notre joueur n'a pas beaucoup d'options envisageables. S'il se fait toucher par cette épée grotesque, c'en est fini. Et malheureusement le skill shock n'a aucun effet. Par contre, il possède une compétence active qui pourrait l'aider. De toute façon, c'est tout ce qui lui reste, alors il doit tenter le coup. Le monstre abat son immense épée sur celui qui court vers lui. Et ce dernier active alors le skill pas rigoureux. Esquivant la lame au millimètre près, Sun Gon venait d'empaler la gorge du grand Gult de sa dague. Le deuxième orc n'en revient pas de ce qu'il a vu. Cet humain était sur le point de s'évanouir et pourtant, il a vaincu Gultaniki. Lâchant le cadavre du monstre, Sun Gon allait à plein poumon. Peinant à reprendre son souffle, son corps en tremble même de fatigue. Mais soudainement, il se retourne déterminé vers sa deuxième proie, qui s'emplit alors de terreur. Et sans lui laisser le temps de réagir, Sun Gon enchaîne les pas rigoureux. L'orc a peur, mais il a vu cet humain tenir à peine debout, son endurance doit être épuisée. Abattant son gourdin, ça veut dire qu'il ne pourra pas esquiver. Mais tel l'espada quattro, notre héros était déjà dans le dos du monstre, qui pris de court, ne réagit que trop tard, avant de se faire poignarder comme le grand Gult. Souffrant et à peine lucide, l'orc réclame la pitié de l'humain, mais ce dernier répugnait que cette chose lui adresse la parole. Et d'un revers de lame, soulage les épaules de sa tête, en finissant ainsi avec ce combat. Sun Gon a quand même eu chaud sur ce coup-là, il les a sous-estimés, et ça a failli gâcher sa première vie pour rien. La condition de complétion pour la difficulté aventurier est de tuer 3 orques, mais s'il s'en va trop vite, il pourrait passer à côté de bons loot comme cette épée. De plus, il a suffi d'un seul orque pour les mettre en difficulté, donc le mieux serait d'en profiter pour se faire de l'expérience au combat. Enfin, ceci dit, il n'a aucune intention de les prendre en face à face. Peu après, au village des orques, la panique s'installait devant les pertes qu'il subissait. Le grand chef veut savoir ce qu'il se passe, et on lui répond que 14 des leurs sont portés disparus. Perdant patience, le leader sait que des humains sont derrière tout ça, que leurs troupes prennent les armes et se rassemblent sur le champ. Mais l'un des sbires répond que la plupart des orques sont malades et la fièvre les empêche de bouger. On lui hurle alors que c'est pour ça qu'il faut faire vite, avant que ça ne se propage et que les humains en profitent. Le larbin s'excuse, il est stupide, il va rassembler tout le monde. Le chef tremble de rage. Ces humains vont regretter d'avoir comme ennemi la tribu des plumes pourpres. Il est bien déterminé à faire un manteau de leur peau et de faire de leur crâne un calice pour célébrer la défaite des humains. De retour dans la forêt aux abords du village, 2 orques éclaireurs se plaignaient de devoir faire de la reconnaissance en étant mal en point. Il devrait y avoir des syndicats ou des lois contre ça. Soudainement, leur marche est interrompue par un craquement sous leurs pieds, et le sol se dérobe alors, faisant chuter l'un des orques. Plusieurs mètres sous terre, il alerte son compagnon que c'est un piège. En plus, il y a des trucs tranchants posés au sol. Il s'est coupé dessus, ça fait mal. Et alors que l'orque à la surface dit qu'il va l'aider à remonter, dans son dos, il repère l'humain à l'origine de tout ça. Et se préparant au combat, il jure de le dépecer vif. Sun Gon en est terrifié, et dire qu'ils viennent seulement de se rencontrer. Les lames s'entrechoquent alors, marquant le début du combat. Notre héros avait engagé de lui-même les hostilités avec le monstre. Si ce n'était pas dû à contraint, il aurait pu être en difficulté, mais là ça devrait le faire. En utilisant le pas rigoureux, il pourrait même aller jusqu'à s'en farcir 2 d'un coup. Et s'il venait à se vider de son mana, alors
alors ça serait foutu. Donc il a opté pour ce genre de situation en 1 contre 1. Et maintenant, il est même capable de les affronter de face sans utiliser de skill. Lentement mais sûrement, il devient plus fort. Et d'un revers de lame, sépare le corps du monstre de sa tête, qui se met alors à rouler et rouler, jusqu'à atterrir devant son camarade sortant du piège. Tétanisé, il menace l'humain que ses compagnons sont proches et ne vont pas laisser passer ça. Ne laissant transparaître aucune émotion, Sun Gun ordonne au monstre qu'il aille les chercher dans ce cas. Aussitôt dit que l'orque détale en courant, beuglant qu'il va le regretter. Mais à peine le monstre s'est-il éloigné, que l'épée de Sun Gun vient lui transpercer le corps. Ayant feinté l'orque, tout ce qu'il voulait c'était de voir dans quelle direction il partait. Il attrape ensuite l'un des crocs sur la dépouille et l'arrache d'un coup sec. Tout se passe comme prévu, il devrait pouvoir les exterminer sans aucun problème. Notre héros a pu remplir son inventaire de leurs armes, et comme il ne savait pas quelle partie du corps valait le plus, il a arraché un max de leurs crocs. Quand son mana est à fond, Sun Gun peut utiliser choc 6 fois et Parigoureux 4 fois. En utilisant ses skills actifs, il peut facilement gérer au moins 2 orques. Il lui en reste 14 à tuer avant de pouvoir compléter la quête en difficulté massacre. Mais si l'autre joueuse récupère le bonus avant lui après tant d'efforts, ça va l'agacer. Il va donc devoir accélérer la cadence. Peu après, notre héros avait enfin repéré le village des orques. Observant caché, il trouve cela bizarre qu'il n'y ait pas de garde. Devrait-il s'infiltrer à l'intérieur? Et une fois à proximité des bâtiments, il pouvait sentir une forte odeur putride et désagréable. Pour cause à l'intérieur, plusieurs orques rongés par la maladie, à tel point qu'ils ne peuvent même plus bouger. Sun Gun avait remarqué les pelures rouges sur la peau de ceux qui le tuaient, mais ceux-là sont dans un état pire encore. Dégainant sa lame, il semble que ça sera encore plus facile que prévu. Mais une fois son épée sous la gorge d'un orque, le voilà qui se met à hésiter, malgré qu'il ait déjà tué des monstres dans le même état avec Jerry. La créature murmure alors, suppliant qu'on la libère de sa souffrance. Il a mal, pitié que ça s'arrête. Ces mots déstabilisent notre héros déjà hésitant, mais il n'a pas le choix. Mettant un terme à leur vie, il a tout de même fait preuve de pitié en faisant ça vite. Avec ça, il en est à 29 orques tués. Plus qu'un, et l'objectif de quête en rang massacre sera atteint. Cependant, du bruit se faisait entendre en dehors de la hutte. Pour cause, les monstres avaient repéré les traces de pas d'un humain. L'on ordonne alors de fouiller les environs, chose qui n'arrange pas Sun Gun, qui était trop absorbé pour les remarquer. Le chef de la tribu n'en revient pas qu'un misérable humain ait pénétré le village. À cause de cette foutue maladie, c'est à peine s'il est encore lucide. Préparant une embuscade, Sun Gun s'estime chanceux que l'ancienne tribu soit malade, sinon il aurait déjà senti l'odeur de sang. Se prenant le pied dans un fil de pêche, le chef s'écroule au sol et ne remarque que trop tard le fil qui l'a fait chuter. Sans attendre, notre héros bat son épée, mais il ne parvient qu'à amputer le bras de son opposant. Ce dernier, enragé, dit à l'humain de ne pas le sous-estimer, avant de lui envoyer plusieurs projectiles de feu magique. En réponse, Sun Gun active sa compétence de pas rigoureux, et mêlant habilité avec vitesse, il peut maintenant se frayer un chemin à travers les flammes. Mais à cause de la fatigue, il perd soudainement son équilibre, et sa course acrobatique s'en retrouve interrompue, le faisant encaisser la flamme de plein fouet. Le chef s'amuse de sa réussite. Ce n'est qu'un avant-goût des flammes de l'enfer. Mais malheureusement pour ce dernier, Sun Gun l'informe qu'il a une compétence passive plutôt pratique qui est déclenchée en permanence. La résistance magique de Baran réduit à la fois la puissance des sorts ennemis et les dégâts subis par le joueur. Grâce à ça, les flammes se sont dissipées assez vite, mais sans ça, il brûlerait encore. Le chef n'en revient pas. Comment est-ce que... Avant qu'il ne pût finir, sa tête flottait dans les airs, dénuée de corps. Les orques en retrait pleuraient la perte de leur ancien et promettent de se venger de cet humain. Et alors que Sun Gun les regarde d'un air désintéressé, le système indique que la quête est finie et demande s'il souhaite repartir. Notre héros n'a pas besoin d'y réfléchir à 2 fois, et le voilà téléporté après avoir prononcé sa réponse, laissant la tribu des plumes pourpres en proie au chaos. Une fois de retour dans le village de départ, le système récompense Sun Gun de pléthore de récompenses, incluant des golds et des points de stats. En tout cas, son ego est rassuré, il a fini la quête en premier. N'empêche, le pas rigoureux a été décisif pour cette mission. Cette compétence cale sur la dextérité, alors il va y rajouter quelques points. Et sinon, il a pu obtenir le sceptre magique du chef des orques. Même si les effets sont pas folichons, c'est toujours ça de prix. Refermant son système, son regard est attiré par quelqu'un. La joueuse qui fait toujours la gueule avait elle aussi fini sa mission. Les deux s'envoient alors un regard calculateur, comme s'ils cherchaient à évaluer l'autre. Sun Gun se demande bien si elle a fini la quête des orques dans la même difficulté que la sienne. Pour le moment, il pense toujours avoir une avance sur les autres, mais dans le doute, il devrait relancer une mission. Notre héros indique à Sarah qu'il va faire la quête des hommes rats, chose qui impressionne cette dernière, il repart déjà à peine revenu. Et de son côté, la jeune femme observait celui qui semble devenir son rival. Elle indique ensuite qu'elle aussi va prendre la quête des hommes rats, chose qui n'échappe pas à Sun Gun, qui trouve ça plutôt bizarre. À l'intérieur du lieu de la quête, un des rats vient de sentir quelque chose. Derrière lui, se trouvait la joueuse Rina, bien déterminée à finir
mère première cette fois. Le monstre lui demande qui elle est, ce qu'elle fait ici. Mais celle-ci n'a aucune intention de sociabiliser avec des rats. Déjà qu'avec des humains c'est pas trop ça. La maman prépare alors un assaut. Mais le monstre parvient à l'esquiver de peu, malgré une trajectoire parfaite. Il ne comprend rien à ce qui se passe, mais il ne fait pas le poids, il doit s'enfuir. Cependant, Rina ne se contente pas d'observer et active l'art de l'épée céleste. Et avant même que le rat ne puisse réagir, il ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. Ce combat fut rapide et sans difficulté pour la joueuse Rina, mais serrant son épée, elle repense à notre héros et au sceptre qu'il avait. Elle en est sûre, c'est celui du chef des orques. Ce qui veut dire qu'il a sûrement dû finir la quête en difficulté massacre. Debout sans dire mot, elle comprend qu'il est sûrement d'un niveau similaire au sien. Et anxieuse, elle doit aussi imaginer la possibilité qu'il la surpasse. Lorsque Rina affrontait les orques, elle n'a pas eu recours à des pièges ou de tactiques lâches. Elle les a simplement éliminés tous les 30 en y allant de front. Mais Irina et son titre l'épée magique. Au début de la grande mission, elle a obtenu 3 skills. Maniement de l'épée de rang moyen, l'art de l'épée céleste et technique de la lame tueuse. Rien qu'avec ça, elle peut être considérée comme l'une des plus fortes à l'heure actuelle. Peut-être est-ce du déni de sa part, mais ce type ne peut la surpasser. En le voyant tout à l'heure, elle a plutôt l'impression qu'il était du genre fourbe et stratège. Et du côté de Sun Gon, son oreille se met à siffler. Au milieu de plusieurs corps sans vie, c'est bizarre, mais il a l'impression qu'on parle de lui. Cependant, pas le temps de s'arrêter, il continue d'imbiber le fromage avec du poison. De retour en ville, le commerçant le trouve incroyable. Sérieusement, on dit à Sun Gon que ça fait beaucoup de composants de monstres. Est-ce qu'il aurait trouvé un glitch de duplication? Mais ce dernier avait l'esprit occupé par autre chose. Après être revenu de sa quête un peu avant, l'intendante Sarah l'a félicité pour sa rapidité. Par contre, cette fois, c'est la joueuse Rina qui a obtenu le bonus de première complétion. Et ça n'avait pas manqué de le piquer dans son ego, en plus de remettre ses méthodes en question. Julius, le PNJ tenant du shop, aurait bien voulu savoir comment il fait, mais bon, il peut lui donner 15 000 gold pour ce qu'il a rapporté aujourd'hui. Au début de la grande aventure, le titre de PNJ était plutôt discuté avant que la majorité n'utilise. Même s'ils sont des créations des dieux, Sarah, Philippe ou Julius ont l'air d'être humains ordinaires et ont leur propre personnalité. Et sinon, hormis ça, il y a d'autres similarités avec des jeux qui ont émergé dans la grande mission. Par exemple, 2 mois après son début, les joueurs de la première ville ont été classés en 3 catégories. Ceux appelés les pauvres, qui mendiaient ou revendaient leur équipement pour se payer à manger. Ensuite, ceux qui participaient au jeu, mais n'étaient ni forts ni faibles. Sans rien de spécial, ils sont appelés les lambda. Et enfin, les joueurs qui se démarquent par leur talent sont appelés les rankeurs. Et même s'il y a notre catégorie au-dessus d'eux, les top rankeurs, ce sont eux tous qui détiennent la majorité des ressources ainsi que le pouvoir. Dans la boutique de livres de compétences, la vendeuse se réjouit que Sun Gon ait enfin de l'argent dépensé ici. Mais ce dernier n'est pas là pour discuter, il va lui prendre ces 2 livres-là. Et on lui répond que ça coûte rien de sourire un peu, hein. La vendeuse récapitule, 500 000 gold pour le maniement de l'épée intermédiaire et 300 000 pour l'art du poison intermédiaire. 2 passifs de rang E pour un total de 800 000 gold, monsieur le clown. C'est bon, ça lui va et... Sun Gon a rêvé ou elle l'a traité de clown? Mais on lui répond qu'il a mal entendu. Elle a dit monsieur le client. Enfin bref, notre héros vient de claquer 90% de ses économies, mais il peut maintenant utiliser les épées longues. Avec ça, peut-être qu'il va enfin pouvoir rattraper Rina. Il y a peu, il s'est fait voler le bonus de complétion pour la quête de la caverne claire de lune en difficulté massacre. Résultat, Rina a revendu la lance claire de lune, récupérant bonus à Duan pour 2 millions de gold. Cela faisait maintenant pléthore de fois qu'il se faisait devancer. Cette fichue Rina avait maintenant une longueur considérable d'avance sur lui. Pour essayer de s'améliorer, Sun Gon a décidé de retenter l'investigation de la caverne claire de lune, et il s'est rendu sur la place où plein de personnes se rassemblent, que ce soit pour vendre des items ou trouver des compagnons. Par chance, il croise ensuite le chemin d'une joueuse qui cherchait des gens avec qui tenter la quête qu'il souhaite justement refaire. S'approchant, il lui demande quel poste elle recherche, et on lui répond qu'ils ont surtout besoin d'une ligne de front, donc du genre guerrier. Si ça peut le convaincre, ils ont déjà un rancœur dans leur groupe. La fille remarque ensuite l'équipement de notre héros. Un vieux manteau, une épée basique. Même s'il a l'air propre, ce n'est sûrement pas un type bien classé. Pour être sûr, elle demande quelles sont les compétences de Sun Gon. La mission a l'air facile, mais ça reste quand même une quête de rang C. Notre héros révèle alors l'attestation de l'âme, une fenêtre dévoilant les caractéristiques du joueur et qui est impossible à falsifier car elle se procure au temple des classes. La jeune femme ne s'attendait pas à ça. 51 en force et 80 en dextérité, c'est du niveau d'un rancœur, non? Mais notre héros répond que ses stats ont augmenté via un destin en mission, mais ses équipements, eux, ne sont pas incroyables. La joueuse avait entendu parler de l'événement destin qui apparaît aléatoirement pour donner des récompenses, mais elle pensait que c'était des rumeurs. Si elle a bien vu, il s'appelle Sun Gon, eh bien elle c'est Ayane, enchantée. Aussi, s'il est d'accord, ils peuvent partir dès maintenant. Notre
Notre héros la remercie d'un grand sourire, il est prêt quand elle le souhaite. Sur ces mots, les deux partent finir leurs préparatifs. Et les voilà qui entrent dans une auberge un peu plus loin. Ayane interpelle son camarade Dongsu, elle leur a ramené un guerrier, mais ce dernier ne mâche pas ses mots, il a une dégaine fragile, où est-ce qu'elle l'a récupéré encore? La joueuse le contredit direct et assure qu'il a des stats qui montent à 50 voire 80. Waouh, Dongsu l'a pas vu venir celle-là, elle a réussi à recruter un rankeur? Pas vraiment, Ayane dévoile que c'est grâce au destin qu'il a ses stats, mais son camarade s'en fiche du moment qu'il est fort. Ce dernier se présente ensuite à notre héros qui en fait de même, avec toujours un grand et faux sourire sur son visage. Il rajoute même qu'il l'appellera Aniki, étant donné qu'il est sûrement plus âgé. Ça ne pose aucun problème à Dongsu, qui flexant sa hache, mentionne qu'il est un guerrier lui aussi. Oh là là, Sun Gun pense qu'il doit vraiment être fort pour manier une arme aussi lourde. N'ayant pas remarqué le sarcasme, l'idiot du village s'exclame que oui. Enfin, il finit par dévoiler que la fille qu'elle a ramenée ici, Ayane, est une archère. Là, dans le coin, le type ressent c'est Iluon. Ça se devine, mais c'est un voleur. Et enfin, la magicienne de ce côté, c'est la fameuse rancœur qui les a rejoints. Son allure étrangère ne manque pas de surprendre Sun Gun. Il pensait qu'il n'y avait que des Coréens qui participent à la grande mission. La magicienne se présente à notre héros, il peut l'appeler Ellie. Même parmi les rancœurs, les magiciens se font plutôt rares. La raison principale, c'est que les livres magiques coûtent une blinde, et ça veut dire qu'il faut énormément d'argent pour assumer ses dépenses. Maintenant qu'il voit l'équipe, Sun Gun mentionne que ça fait 2 personnes en ligne de front, une en soutien et 2 en retrait à l'arrière. Ça lui paraît assez dangereux, non? Mais donc s'il le rassure, la quête du clair de lune est censée être super facile. Ils seront plus cassés pour la terminer. Sur ce, l'équipe est complète, ils sont parés à y aller. Mais dans ses pensées, Sun Gun avoue que c'est lui-même qui a fait circuler les rumeurs comme quoi la quête était facile. C'est lui aussi qui a vendu la carte de la caverne ainsi que la méthode pour compléter la quête. Donc c'est normal qu'ils soient tous aussi confiants. Enfin lui, il a autre chose en tête de prévu pour cette mission. Une fois téléporté dans la zone de mission, le système indique les différentes conditions de complétion pour chaque difficulté. Pour faire simple, ils doivent tuer des loups-garous et trouver la raison de leur présence dans la grotte. Donc si tu tiens à rassurer le petit nouveau qui dégaine déjà son sabre, les loups-garous n'apparaîtront qu'après être entrés dans la grotte, donc il peut se détendre. Sun Gun fait mine de suivre son conseil pour le moment, mais bien entendu, tout ça il le sait déjà. Il trouve même qu'ils sont plutôt confiants pour des novices. Ce n'est pas impossible qu'ils soient déjà venus plusieurs fois ici. Occupé à observer, notre héros finit par jeter un œil sur la magicienne derrière lui. Celle-ci lui paraissait plutôt étrange, ou plutôt, c'est l'air qu'elle affichait qui l'inquiète. Sorti de nulle part, le valeureux guerrier propose son bras à Ellie, au cas où si ça peut la rassurer. Ayane n'en revient pas, il lui fait manger son coude. Ils doivent rester concentrés sur la mission, direction la grotte, tout de suite. Après cette interaction, Sun Gun se demande bien c'est quoi leur relation à tous les deux. Et visiblement il n'a pas que lui qui se posait des questions, mais enfin, ça ne les regarde pas. Le petit groupe continue alors son expédition, en route pour la caverne nucléaire de lune. Sun Gun remarque ensuite que la magicienne peine à suivre le rythme et s'en retrouve isolée. Le voilà qui tend alors sa main vers Ellie, un peu surprise. Cette dernière lui assure que ça va, mais notre héros indique que la route est sinueuse. En plus, comme c'est une mage, elle n'a sûrement pas investi dans son endurance. Et alors qu'elle semble hésiter, le jeune homme lui dit qu'à ce rythme, ils vont être séparés du groupe. C'est juste pour le bien de la quête. Convaincu, la voilà qui accepte finalement la main qu'on lui tend. Sun Gun reconnaît qu'Ellie est plutôt précieuse, comme c'est une rancœur. D'autant plus que c'est une mage par-dessus tout. Ça ne lui fera pas de mal de faire bonne impression à ses yeux. Et puis il va pas se mentir, elle est sacrément mignonne. Une fois au bord de la caverne claire de lune, il y avait pléthore de minerais sur les parois. Les gens avaient l'habitude de dire qu'entrer dans la grotte c'est comme marcher à travers une pluie d'étoiles sous la pleine lune. Interrompant les contemplations, Iluon signale qu'il y a un piège devant. Il l'a repéré avec son skill. D'ailleurs, il n'est pas seul à l'avoir remarqué. Sun Gun possède aussi une détection de piège intermédiaire. Le voleur asperge ensuite le cristal contenant le piège d'un liquide. Il informe ensuite les autres que c'est bon, c'est désarmé. Ils peuvent continuer. Notre héros est assez impressionné. Ce type semble avoir des skills de détection et des armements de rang intermédiaire. C'est même plutôt étrange, étant donné que la majorité des gens ont encore des compétences de baran. Dans le doute, il va se méfier et garder un œil sur lui. Sun Gun interpelle ensuite sa compagne, lui demandant si elle est bien un rancœur. Et cette dernière n'en est pas trop sûre, mais les autres la qualifient de ça en tout cas. Notre héros pense qu'elle est trop modeste. Pour se faire appeler rancœur par les autres, c'est qu'elle doit vraiment être forte. Ellie le remercie pour ses mots, mais elle est loin d'être aussi impressionnante que ses confrères. Et c'est d'autant plus vrai comparé aux top rancœurs. Ils sont comme le paradis au-dessus du ciel, tellement leur force est éloignée des autres joueurs. Parmi eux, il y a 2 personnes qui se démarquent du lot. D'abord Meirina, la lame démoniaque. On raconte qu'elle aurait réussi seule l'investigation de la caverne claire de lune en difficulté massacre. Rien qu'essayer serait de la folie, mais alors réussir cela relève du génie. Ensuite il y a Kong Duan, surnommé le roi des lanciers, et son skill maniement de lance de haut rang. En plus de ça, il est le chef du groupe Etefa, donc sa réputation dépasse n'importe quel autre joueur et de loin en ce moment. Notre héros comprend pourquoi Ellie ne se vante pas de son statut. C'est vrai qu'à côté de ces 2 monstres, tout le monde doit se sentir frauduleux. Mais sinon, Sun Gun fait la remarque qu'il n'y a pas beaucoup de magiciens même parmi les rankeurs
cœur, donc en un sens, dans leur catégorie, il est dans le top. Flatté par ces mots, il y reste modeste et assure qu'elle ne mérite pas autant. Subitement donc, interpelle les tourtereaux à les rejoindre et les alerte que les monstres arrivent. Tout proche d'eux, deux loups s'avancent vers les intrus de leur repère. Guerriers et voleurs se tiennent prêts à l'assaut, pendant qu'Archer et Mage couvrent leurs arrières. Mais donc si ordonne à tout le monde de rester en retrait, Sengon et lui vont s'occuper chacun à des monstres. Cette décision intrigue notre héros. Est-ce qu'il veut simplement se la péter, ou alors veut-il que les autres conservent leur force pour la suite? Dans tous les cas, il va jouer le jeu pour le moment. Le meneur du groupe lance son skill écrasement, et de toutes ses forces fracassage sur le sol. Les débris de roche fusent alors à toute vitesse, jusqu'à s'exploser sur le cou du monstre. Le loup-garou pousse ensuite un cri de frustration, mais une longue lame vient mettre fin à son boucan. Sengon va s'occuper de ce poilu en un contre un comme prévu. La bête n'attend pas et lui fonce dessus, mais notre héros part son attaque sans aucun problème. Les loups-garous ont certes une stat physique assez élevée, mais leur pattern est simple en plus d'avoir une portée limitée. Pour lui qui a maxé sa dextérité, c'est un jeu d'enfant d'esquiver. Puis changeant la prise de son épée, l'épéiste envoie un slash qui entaille la chair du monstre. En retrait du combat, Ayane est impressionné. Il n'a pas l'air costaud vu comme ça, mais ce n'est pas rien de retenir les coups d'un loup-garou. Voilà qui embête un peu Sengon. Il comptait cacher au maximum ses compétences, comme on ne sait jamais qui est vraiment un allié ou non dans ce monde. Et du côté de Dongsu, celui-ci se renforce avec le pas énergétique. Le pauvre Chiang devant lui, voyez la hache lui arriver en pleine face. Avant de finir scindé en deux comme un vulgaire bout de bois, le hacheur fou n'en attendait pas moins de sa grande personne. Faut dire qu'il est vraiment bouillant. Mais dirigeant son regard sur la nouvelle recrue guerrière, il est étonné que ce type soit toujours en combat avec le loup-garou. Comment ça se fait qu'il n'est pas déjà fini, alors qu'il a pourtant des stats super élevés? L'immense hache fend dans l'air, Dongsu venait de s'immiscer dans le combat pour y mettre un terme. Sa prestation ne manque pas d'impressionner les demoiselles qui le félicitent. Mais le grand Dongsu reste humble et répond que ce n'est rien pour lui. Plus important, il demande à son confrère guerrier pourquoi il met autant de temps à tuer un vulgaire loup-garou. Eh bien, à ce propos, Sengon leur dévoile qu'il n'a pris aucune compétence active, chose qui est bien sûr un mensonge. Cependant, le reste de la troupe ne m'entend pas, et donc ils sont tous sous le choc. On lui demande s'il est sérieux, genre quand il dit pas d'active skill, c'est vraiment aucun, rien, pas du tout, nada, juste des passifs quoi. Les compétences sont divisées en deux catégories, les actives, qui ont besoin d'être manuellement déclenchées, et ont souvent des restrictions comme le mana ou le temps, puis les passives, qui agissent comme des renforcements activés de façon permanente. Les active skills sont plus durs à se procurer, mais étant donné que même une compétence active de Baran peut renforcer jusqu'à 30% des dégâts, et bien les joueurs se servent quand même d'en débloquer 2 ou 3 pour optimiser leur progression. C'en est presque même une norme passer un certain cap dans le jeu. Donc Su n'en revient pas quand même. Comment il peut ne pas avoir d'actif à son niveau? Eh bien, Sengon explique qu'il n'a pas l'argent pour. Heureusement pour lui, la chance du destin lui a fait monter ses stats assez haut pour compenser. Ouais, il a beau entendre ça, le leader n'est pas convaincu. Mais jetant un œil sur le loup à terre, il remarque qu'aucune des entailles n'était assez profonde. Ce qui veut dire que Sengon manquerait de force de frappe sans les deux skills actifs. Cependant, tout ça l'énerve qu'il n'est pas... Non, donc s'il s'est retenu chercher des noises. Ce Sengon a quand même des stats plutôt énervés, et comme il n'a pas d'actif pour lui faciliter la vie, ça veut dire qu'il est plutôt doué en combat pur. Pas trop confiant sur l'issue d'un combat, il dit finalement que ce n'est rien et ils vont continuer. Sengon lui se contente de s'excuser de ne pas les avoir prévenus, ça lui a échappé. Une fois le groupe de nouveau en marche à travers la grotte, donc Su demande à son ami ce qu'elle pense de Sengon, et cette dernière répond qu'il est moins impressionnant que cet idiot à la hache en termes de puissance explosive. Cependant, pour ce qui est des compétences de combat, il est largement devant. Elle pense qu'il pourrait gérer jusqu'à 4 loups-garous d'un coup en y allant à fond. Ouais, si elle le dit, il va lui faire confiance. Et alors qu'il jette un œil sur celui qui est plongé dans ses pensées, une patte velue vient bloquer le chemin de la troupe. Rugissant en plein poumon, un loup-garou s'est dressé devant eux. Et il n'attend pas et utilise son sort de lance de glace, faisant pleuvoir une tempête de gel sur le monstre. Pour assurer la victoire, Aura balance une nuée de dagues. Il lacère les pattes du loup, lui ôtant toute possibilité de fuite. Et décochant une flèche pendant cette occasion en or, Ayane venait d'abattre facilement le monstre d'un one-tap headshot. Donc se retrouve son sourire et se réjouit de ce qu'ils viennent voir. Ils peuvent avancer sans se faire de soucis. Notre héros se rapproche du voleur bresson et indique vouloir savoir à quel rang est son skill de lancer de dague. Il lui conseille d'éviter de poser ce genre de questions à n'importe qui, ça peut être mal perçu. Tout sourire, Sengon s'excuse, c'est juste qu'il a l'air vraiment meilleur qu'un demi-voleur à lui, donc il est curieux. On finit par lui répondre que son lancer de dague est de Baran, mais il s'est entraîné sur sa précision. La réponse obtenue, Sengon demande à quelle difficulté Dongsu compte aller. Ce dernier répond alors qu'ils vont juste tuer 20 monstres et récupérer les 100 000 gold de récompense. Chose qui n'arrange pas notre héros qui voudrait faire plus. Et alors qu'il s'apprête à proposer d'aller plus loin, Illuan prend les devants en indiquant qu'il devrait plutôt terminer en difficulté massacre.
Ayane n'est pas très convaincu, c'est sûrement super compliqué. Et aussi, il devrait résoudre l'investigation. Pour faire pencher la balance, Sun Gon indique que s'il divise les 100 000 gold en 5, alors ça reviendra au même que de faire une quête de rendez. Et alors que Dongsu semble se laisser convaincre, le voleur assure qu'il n'y a rien à craindre. Ils ont dans leur groupe une magicienne rancœur, et Sun Gon n'est pas en reste non plus niveau puissance. Ce serait vraiment du gâchis de ne pas profiter de leur force. Mais tout de même leur leader lui le sent pas. Il préférerait vraiment rester à la difficulté chasseur. Et bien dans ce cas, Illuon va leur faire une proposition, ils décideront. Parmi les récompenses de la quête massacre, il y a 3 pierres de renforcement. Et à la surprise générale, il annonce y renoncer pour que ça fasse moins à partager. Sun Gon est intrigué, ce genre de pierre vaut 100 000 gold à l'unité. C'est plutôt bizarre d'abandonner un tel bénéfice. Il demande alors directement aux concernés pourquoi il désire à ce point terminer la difficulté massacre. C'est à quoi le voleur répond essayer d'atteindre son premier réveil de classe. L'une des conditions pour y arriver est de terminer 3 quêtes de rancée en difficulté massacre. Donc si admire jusqu'où il est prêt à aller pour y arriver et accepte de continuer. Cependant il préfère la jouer safe, donc Sun Gon et lui continueront de s'occuper des monstres et il y gardera son mana pour intervenir si la situation dégénère. A vrai dire donc, si a déjà complété cette quête en massacre, donc il connaît la marche à suivre. Tout ce qu'ils ont à faire c'est de faire gaffe au piège et c'est à Illuon de gérer. La discussion terminée, il était temps pour l'équipe de se remettre en route pour botter des culs poilus. Sun Gon était prêt à les convaincre lui-même, mais par chance, Illuon s'en est occupé. Par contre, il ne sait pas s'il dit vrai pour son histoire d'éveil. Il va devoir rester vigilant. Tranchant la chair et explosant des organes à coups de flèche, les loups-garous finissent en paillasson pour l'équipe de choc. Bien, donc je les informe qu'à partir de maintenant, ils vont rencontrer une sorte de boss intermédiaire. Illuon croit savoir qu'il s'agit du loup-garou Eben, et le chef constate qu'il a bien fait ses recherches, c'est bien ça. Ils vont bientôt rentrer dans une grande zone, et à l'intérieur, il y aura 6 loups-garous. L'un d'entre eux sera de couleur noire, et c'est lui le plus fort. Les 5 normaux, eux, ne poseront pas de problème, mais lui c'est une autre affaire. On lui demande alors à quel point il est fort, mais on répond que c'est assez dur à dire. Là, comme ça, il dirait qu'il équivaut à 3 loups-garous d'un coup. Notre héros s'immisce dans la discussion, qu'il le laisse se charger du loup noir. Donc si apprécie son enthousiasme, mais est-ce que ça ira? On le rassure que si c'est juste pour gagner du temps, alors ça devrait le faire. Bien, dans ce cas qu'il ne prenne aucun risque et se contente de le retenir. Maintenant concernant les 5 normaux, lui peut en prendre 2, mais pour les 3 restants, est-ce qu'Illuon pense pouvoir s'en charger seul? Ellie intervient alors dans la discussion, elle peut s'en occuper avec sa magie. Quand ils entreront dans la salle, elle pense pouvoir en éliminer un directement. Ensuite, elle, Ayane et Illuon s'occuperont des 2 restants pendant que leurs guerriers se battront seuls. Sun Gon pense effectivement qu'il serait plus sage d'agir comme ça, et leur leader n'a rien à redire sur ce plan d'action. Une fois arrivé proche des monstres, Ellie va s'y mettre. D'une incantation incompréhensible, la magicienne prépare alors un sort magique. Son bâton se met ensuite à rayonner d'une puissance rougeoyante. Et devant la stupeur de notre héros, Ellie venait de matérialiser une énorme boule incandescente, dégageant une puissance redoutable. Et sans perdre un instant, elle envoie sa magie de flamme à travers la zone, qui vient s'exploser sur les loups-garous, toujours pris par la surprise. Dongsu donne ensuite le signal, marquant le début du combat. L'arrière-garde envoie ses attaques à longue portée, mais notre héros lui doit avancer. Prenant l'initiative, il transperce l'un des trash mobs, bien que ce n'était pas son job. Et alors qu'une immense sombre le surplombe, il se moque que ses poilus sont d'une faiblesse pitoyable. Devant Sun Gon, le loup-garou d'ébène grognait de fureur suite aux moqueries de l'humain. Enragé, il fonce à l'assaut sans attendre. Mais son coup n'explose que le sol, notre héros étant déjà dans les airs. Et ce dernier avait remarqué une ouverture qu'il allait saisir. Le loup noir subit alors la foudre de skill choc de plein fouet. Et à peine a-t-il retrouvé ses esprits que le voilà tranché en pleine jugulaire par Sun Gon et sa lame. Ce dernier avait pu vérifier que l'on peut bien lancer un skill sans dire le nom voix haute si l'on a une maîtrise assez élevée. Grâce à ça, il va pouvoir utiliser ses compétences actives sans trop attirer l'attention. Mais derrière lui, Ayane n'en revient pas. Au final, il s'est occupé du loup noir tout seul, hein. C'est incroyable. Donc si aussi pourrait le faire, mais sûrement pas aussi vite. À son avis, Sun Gon mérite bien le titre de rancœur. Voilà notre héros bien embêté encore une fois. Il s'est emporté et en a trop montré. Celui-ci accuse alors la boule de feu d'Ellie d'avoir affaibli le monstre. Sinon, il n'aurait pas pu s'en charger seul, c'est logique. Ouais, donc Su croit pourtant que ça ne l'a pas touché. Mais l'archère, elle, est convaincue et félicite Ellie pour sa magie. Il lui en interpelle ensuite le groupe. Ils doivent avoir faim après autant d'actions. Il va donc leur préparer à manger. Son initiative ravit le reste du groupe qui ne refuse absolument pas une bonne petite pause. Quelques instants après, le voleur avait préparé un truc. Et le petit groupe s'était réuni autour d'un feu pour déguster le savoureux mets qu'Illuon leur a préparé. Sun Gon se laisse tenter et avale une cuillère du truc. Mais le système lui annonce alors qu'il a ingéré du poison qui a pour effet de réduire son endurance sur le long terme. Notre héros Sekayane ou Dongsu n'ont pas eu d'occasion de toucher à la nourriture.
Il y a donc de fortes chances que ça soit Lyon qui ait fait ça. Ellie interpelle ensuite son voisin qui se refuse à manger. Est-ce que le goût ne lui plaît pas? Mais Sun Gun répond d'un sourire qu'il a juste avalé de travers, ce n'est rien. Il sait que ce monde est basé sur un jeu, mais ça n'empêche qu'il y a des différences. Ici, les statuts normaux comme l'empoisonnement ne sont pas affichés à moins d'avoir une compétence pour. Résultat, il est très facile d'abuser de la naïveté des êtres vivants et de les empoisonner sans qu'ils ne le sachent. Après tout, il a lui-même employé cette méthode à de nombreuses reprises. Et buvant discrètement un antidote, Sun Gun s'en fiche. De toute façon, c'est lui qui aurait fini par le faire si Lyon n'avait pas pris l'initiative. Une fois la pause repas terminée, il était temps pour tous de reprendre la mission. Arrivé devant une intersection, Ellie demande quel chemin ils doivent prendre maintenant. Donc si les informe qu'à gauche, il n'y a aucun monstre, mais c'est un labyrinthe rempli de pièges. Et tout fier indique qu'ils se sont perdus la dernière fois. Ayane s'y renchérit. Ils ont dû semer des morceaux de pain pour se retrouver. Donc cette fois ils vont à droite. Il y aura juste quelques monstres, mais rien de méchant. Ensuite ils n'auront qu'à tuer le loup lunaire pour finir la quête. La magicienne s'émerveille alors à la mention d'un nom si stylé. La voilà qui se précipite alors vers la suite pour chasser par son propre groupe. Mais elle meurt d'envie de voir à quoi ressemble un loup lunaire. Sauf que pendant leur course effrénée, Sun Gun pose sa main sur la paroi. Le voilà qui s'était arrêté et avait sa main posée sur un interrupteur caché. L'actionnant, il était temps pour lui de passer aux choses sérieuses. L'intérieur de la caverne se met à trembler et Ellie leur hurle de courir. Le plafond va s'effondrer. Et comme annoncé, une pluie de pierres manque d'écraser les joueurs. Notre héros se tenait devant le mur de roche qu'il a provoqué. Il en avait marre de faire semblant, mais maintenant il a le champ libre. De l'autre côté, donc Su demande si tout va bien, avant de constater qu'ils ont dû activer un piège. Mais Illuon n'a pourtant rien détecté, à moins qu'il n'ait été mal concentré l'espace d'un instant. Enfin, il y a les remarques que Sun Gun n'est plus avec eux. Il a dû se retrouver coincé de l'autre côté. Bah, le voleur est désolé, il fera plus attention la prochaine fois. Donc Superbe, qu'un de leurs précieux camarades vient de mourir, et c'est comme ça qu'il réagit. Cependant, Ellie et Ayane pensent qu'il s'en est sûrement sorti. Si eux n'ont rien, alors lui et ses 80 dextérité vont encore mieux. Bon, dans ce cas donc Su imagine que Sun Gun les rejoindra en prenant le chemin de gauche. Mais l'archère n'en est pas certaine. Vu les pièges qu'il y a là-bas, il se peut qu'il ne puisse pas les rejoindre du tout. Le leader est un peu embêté, mais enfin, ça devrait le faire même à 4. Il ne reste qu'une vingtaine de loups à tuer. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils doivent continuer. Tout proche d'eux, au bout de leur route, il était là en état de stase. Le loup lunaire allait devoir être vaincu, si les joueurs veulent continuer plus loin. Ellie prend l'initiative et prépare sa boule de feu, qui vient s'exploser contre le boss des lieux. Le loup lunaire se réveille, et pousse un terrible hurlement qui affaiblit ses opposants. Assumant son rôle de guerrier, donc Su part dans un affrontement direct. Il est soutenu par Ayane qui prépare sa flèche, mais alors qu'elle s'apprête à tirer, l'archère sent quelque chose de bizarre. La flèche paraît lourde, et son corps ne peut s'empêcher de trembler. Soudainement à côté, il se met à flancher elle aussi, jusqu'à s'écrouler inconsciente au sol. Puis une dague vient transpercer le dos d'Ayane. Derrière elle se tenait Lyon, l'âme en main sans dire mot. Il finit par briser le silence en disant qu'il pourrait diffuser plus de poison avec d'autres coups, mais il va se contenter de ça. Face aux deux joueuses à terre, il leur indique qu'elles ne se réveilleront pas avant moins 12 heures. Et maintenant que la ligne arrière est neutralisée, il va s'occuper de l'idiot au front qui n'a rien remarqué. Le voleur lance alors l'une de ses dagues, qui vient se planter droit dans le mollet de Dongxi en plein combat. Ce dernier s'écroule au sol sans comprendre ce qu'il se passe, jusqu'à ce qu'il croise la silhouette d'Illuon, jouant dague en main devant lui. Dongxi demande à cet enfoiré ce qu'il est en train de faire, mais ce dernier se contente d'esquisser un sourire rempli de malice. Prenant peur, Dongxi lui ordonne d'attendre. C'est quoi l'embrouille? Est-ce que quelqu'un l'a commandité pour faire ça? Mais le traître affirme qu'il agit seul. Il a enquêté sur leur groupe et s'est dit qu'il pouvait les manipuler. Le regard affichant un plaisir sadique, il indique à Dongxi qu'il a déjà ressuscité, non? Ce dernier reste silencieux, mais son visage répond à sa place que oui. Très bien, le leader du groupe accepte de mourir, mais demande en échange à ce que l'on épargne les autres. Il peut même prendre son loot s'il le souhaite. Malheureusement, le voleur n'en a rien à faire de ces objets, donc son marché n'intéresse pas. Et subitement par derrière, une figure bestiale fonce sur le blessé, déchiquetant le pauvre Dongxi, incapable de riposter. Suite à ça, des runes se mettent à briller près du loup lunaire. Pendant que le boss était occupé à festoyer, Illuon pouvait lire les inscriptions. Tu perdras ta raison et t'endormiras. Prends ces 3 humains en sacrifice. Tu retrouveras ton trésor. Avec un peu d'interprétation, il comprend qu'en réveillant le loup lunaire avec 3 sacrifices humains, il recevra une immense récompense en échange. Et observant le malfrat de loin, l'on pense de lui qu'il est plus idiot qu'il ne le pensait. Un sourire familier venait de faire son entrée sur les lieux. Notre héros ne pensait pas qu'il irait jusqu'à tuer ses gentils camarades, mais il lui honorait tant que de ne pas jouer les arrogants vu qu'il va y passer aussi. Tiens, Sun Gun pense pourtant que 3 sacrifices devraient suffire, non? Ces mots étonnent le traître qui devine qu'il n'est pas le seul à avoir un skill de traduction. Chose à quoi Sun Gun répond qu'ils sont loin d'avoir le même niveau. Illuon prépare sa lame, il va lui faire rabattre son caquet. Et fonçant sur notre héros, il utilise sa compétence de lune fendue.
Cependant, il n'est pas le même caractère et se fait bloquer son assaut, avant d'encore louper sa cible qui est trop vive. Sun Gun sait qu'il va avoir un peu de mal en y allant de face contre ce type. Dans ce cas, utilisant le pas rigoureux, notre héros était maintenant dans le dos de son adversaire, et d'un revers de lame, parvient à lui porter une entaille. Ilion ne comprend pas, le poison aurait dû le ralentir. Est-ce qu'il n'a pas mangé pendant leur pause? Non, pourtant, il l'a bien vu faire. Cela voudrait dire qu'il a remarqué et neutralisé le poison. Voyant Sun Gun prendre l'initiative et lui foncer dessus, Ilion en panique réactive son skill de lune fendue. Mais le voilà une nouvelle fois esquivé d'un pas rigoureux, avant que Sun Gun n'empale le voleur en pleine gorge, mettant un terme à ce court mais intense duel de traîtres. Notre héros traîne ensuite le blessé ailleurs, qui tienne encore quelques secondes avant de s'étouffer. Puis une fois devant le loup lunaire, notre héros a ramené sa pâtée au gros clébard à table. Sans attendre, le monstre dévore l'offrande qu'on lui a apportée, et le cœur d'Ilion se désagrège en particules de lumière. Sun Gun comprend là que c'était sa première vie. Ça pourrait être chiant qu'il se recroise plus tard, mais il verra ça le moment venu. Il doit décider qui de Ellie ou Ayane il va donner un repas au boss pour compléter les 3 sacrifices. Sans trop s'attarder, c'est l'archère qui va y passer. C'est plus intéressant pour lui de se rapprocher d'une rancœur magicienne. Et déposant Ayane devant le loup lunaire, il est quand même un peu désolé pour elle. Sans attendre, le monstre se rue sur l'offrande et la dévore à pleines dents sans retenue. Heureusement pour elle, il semblerait que ça soit que sa première vie, comme pour Ilion. Elle ne devrait pas avoir de souvenirs à cause du poison, donc si Sun Gun la recroise, il pourra inventer une histoire. Enfin, le système indique que le loup lunaire qui était en cours d'éveil s'est maintenant pleinement éveillé. Et le voilà qui se tient devant notre héros, prêt pour l'affrontement. Mais ce dernier n'est pas inquiété, donc s'il a plutôt bien affaibli déjà, alors... D'une rapidité éclair, Sun Gun venait de réduire le boss en morceaux. Normalement, pour finir la mission, il devrait toucher la stèle de lune après avoir tué le loup qui la garde. Cependant, si l'on place un peu du sang du monstre sur les écritures, cela déclenchera un event secret. Et aussitôt fait, que la stèle gronde jusqu'à se fissurer, laissant apparaître une porte cachée à l'intérieur. En rentrant dedans, Sun Gun se rappelle la première fois où il est venu ici. Après avoir battu le loup lunaire de justesse, il n'avait trouvé que des sarcophages avec des loups-garous inconscients dedans. Comme il était un peu perplexe, il était reparti déçu, mais c'était là son erreur. Pour Ilion qui a un skill de traduction de Baran, la stèle indique prends ces 3 humains en sacrifice et tu retrouveras ton trésor. Mais si la compétence est de niveau moyen comme Sun Gun, maintenant il est dit que tu retrouveras des camarades précieux à ta survie. Autour de notre héros, il y a actuellement 50 loups-garous plongés dans le coma. Un cœur de loup vaut 4000 gold et les crocs 1000 chacun. Autrement dit, il y a environ 300 000 gold à charcuter dans cette salle. Et une fois s'être occupé d'éliminer et dépecer les monstres endormis, Sun Gun recevait en plus de la maîtrise pour son maniement de l'épée suite à l'élimination d'autant de monstres. Certes, il a dû jouer des sales tours et sacrifier des vies, mais c'est quelque chose de nécessaire pour assurer sa progression personnelle. Les magouilles terminées, notre héros repart voir la magicienne toujours endormie, avant de finalement lui faire boire un antidote. Ellie émerge alors de son sommeil. Puis paniquée en voyant Sun Gun, elle lui demande ce qu'il s'est passé. Ce à quoi ce dernier répond qu'Ilion les a trahis en les empoisonnant. Et malheureusement, il est arrivé trop tard. Lorsqu'il les a rejoints, donc Su et Ayane étaient déjà... Ellie n'arrive pas à y croire, c'est terrible. Elle s'empresse alors de remercier son sauveur. Sans lui, elle serait morte elle aussi. Mais notre héros n'a pas besoin de remerciements. Il assure avoir fait ce qui était juste à ses yeux. Et c'est justement pour ça que la magicienne le remercie. Il n'y a plus beaucoup de personnes aussi nobles qui auraient osé intervenir pour des inconnus. Eh bien, dans ce cas, Sun Gun lui propose qu'ils forment un groupe tous les deux. Revenons maintenant une quinzaine d'années en arrière dans un logement miteux. Un homme battant main a ordonné à cette gamine de ramener sa mère sur le champ. Cette pauvre enfant, c'était Ellie. Après être née d'un mariage arrangé, sa mère avait fini par fuir son mari. Alors, l'adolescente a dû prendre une décision pour ne pas mourir des coups de son alcoolique de père. Quand il s'était endormi après une énième cuite, Ellie a placé du charbon brûlant juste à côté de lui. De toute façon, il ne pouvait rien remarquer, car inconscient à cause de l'alcool. Et comme prévu, son père est finalement mort d'une overdose de monoxyde de carbone. Bien entendu, personne n'ose accuser la pauvre jeune fille de quoi que ce soit. Tout ce qu'elle a eu à faire, c'était de jouer la comédie en paraissant naturelle, et tout le monde a fini par la croire sans hésiter. Lorsque la grande mission a débuté, elle s'est contentée de séduire les hommes autour d'elle en jouant la jeune femme naïve en détresse. Puis, quand le regard était baissé, elle n'a eu qu'à enfoncer un couteau derrière leur cou. Grâce à ça, le système lui a donné le titre de lâche sans honneur,
lui permettant de survivre dans ce jeu. Durant la quête du clair de lune, elle savait tout, que ça soit le secret que cachait la stèle, ou encore les intentions d'Illuon qui avait empoisonné le repas. Elle a simplement prétendu être inconsciente en attendant une ouverture. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque Sun Gon, qui semblait si innocent, a donné une horrible et misérable mort au traître du groupe. Elle a ensuite écouté ce type essayer de la manipuler d'un air calme pour former un groupe, et s'est contentée d'accepter sa proposition avec un sourire radieux. Et il n'avait jamais rencontré de personne comme Sun Gon. Elle souhaite en savoir plus sur celui qui, comme elle, manipule si naturellement. Quelque part dans un château au croisement des mondes, l'on constate que ça ne progresse pas assez vite. Une figure malicieuse explique que les joueurs sont trop faibles en plus de manquer de motivation. Ce grand-père est peut-être le plus fort et le plus sage des dieux, mais on dirait qu'il commence à rouiller là-haut. L'on demande à Loki de surveiller son langage, ça devient agaçant. Mais le vieux moustachu du début rassure Ashura que ce n'est pas grave. Ce qu'il dit n'est pas entièrement faux. Si les joueurs ont besoin de raison, alors ils n'ont qu'à accentuer la compétition pour créer des rivalités. Pour cela, chaque joueur va devoir prendre conscience de sa force comparée à celle des autres. Le vieux dieu propose donc une mission long terme obligatoire pour tous. Une difficulté de rang S lui paraît correcte. À ces mots, l'on réagit que c'est peut-être un peu trop tôt pour ça. Personne ne sera capable de la terminer. Mais le moustachu en est conscient, qu'il ne s'inquiète pas. Sinon, hormis ça, ont-ils repéré des joueurs qui les intéressent? Et alors que sortent les noms d'Eli, Rina ou encore Duan, Loki affirme être plutôt intéressé par ce Sun Gon. Mais ses confrères divins ne sont pas sûrs de qui est ce type. Ah si, la déesse écarlate croit qu'il s'agit de celui qui a fini le tuto en premier. Mais quand même, connaissant Loki, elle l'aurait plutôt vu choisir cet américain, Jack Efren. Parmi les américains, Jack Efren est probablement le joueur qui s'est le plus distingué. Il est le mal à l'état pur, pour qui torture et massacre sont synonymes de plaisir. Cependant, Loki n'est pas intéressé par les brutes non raffinées. Lui, ce qu'il veut, c'est plutôt un vilain manipulateur, qui n'a pas peur de se salir les mains avec des pratiques immorales. C'est là la raison qui l'a poussé à garder un œil sur ce Sun Gon. Dans le Conseil des Dieux, l'on informe l'ancien qu'ils vont appliquer le patch 1.0 dont ils viennent juste de parler. Les joueurs assistaient alors avec colère aux nouvelles règles qui régiront la grande mission. Tout d'abord, l'introduction d'un système de classement basé sur leurs statistiques et compétences. Tous les mois, les joueurs recevront des récompenses en fonction de leur placement. Ils auront aussi la possibilité de gagner des places en participant à des duels classés. Ces derniers auront une barre d'endurance propre et une fois réduite à 0, le match sera fini. Ensuite, l'activation d'une mission obligatoire. D'ici 15 jours, tous les joueurs devront participer à une quête de rang S dont il sera impossible de fuir. Les récompenses seront basées sur leur implication dans la complétion. Cela peut aller jusqu'à des items de rang légendaire, voire une vie supplémentaire. Dans un dojo de la ville, l'on interpelle Duan qui est à propos du nouveau patch. Mais ce dernier assure qu'il ne faut pas avoir peur, après tout, les dieux ont déjà prévu de l'équilibrer. Le roi des lanciers est certain que si les dieux voulaient tuer les joueurs, ils ne s'embêteraient pas autant. En gros, il y a forcément un moyen de la terminer, même si la quête est de rang S. Ce qui l'intéresse, lui, c'est les récompenses potentielles. Il va devoir y mettre du sien pour améliorer ses chances de survie. Sur la place principale, les gens étaient plus actifs que jamais pour faire des raids en groupe ou échanger des items. Sun Gon n'est pas étonné. Tout le monde va vouloir être bien classé pour la récompense mensuelle. Mais bon, lui a autre chose en tête pour le moment. Deux mystérieuses boîtes sont apparues dans son inventaire. Premièrement, un cadeau pour chaque rankeur, pour récompenser notre héros de sa 21e place au classement. Ensuite, il a aussi reçu un présent venant d'un certain Loki. Notre héros savait déjà pour la récompense envoyée au rankeur. Par contre, le nom de Loki lui est inconnu, même si ça lui rappelle des vieux films. Cliquant sur le système pour ouvrir les cadeaux, un parchemin apparaît devant Sun Gon. Il s'agit d'un passif de haut rang, appelé Bluff du fanfaron. Cela permet à l'utilisateur de convaincre plus facilement les autres. Sun Gon ne voit pas trop quoi faire de cette compétence, mais bon, ça reste un passif de haut rang, donc il prend. Fermant son système, il est rejoint par quelqu'un. Maintenant éveillé à la classe d'apprenti sorcière, il y croit se rappeler qu'il ne reste à faire qu'une quête de rang C à notre héros pour s'éveiller, chose que confirme ce dernier. L'on lui demande alors s'il a réfléchi à quelle mission choisir, sinon elle a des propositions à faire. Et effectivement, Sun Gon a reçu des informations de Yunji. Une certaine Chaeri recruterait plein de joueurs pour une quête d'escorte. Certes, les récompenses s'en retrouveront amoindries avec un grand nombre de gens, mais lui veut juste assurer la complétion sans prendre de risques. Notre héros invite Ellie à venir avec lui. Il a bel et bien une idée sur quoi faire. Un peu plus loin, Chaeri, de classe spiritualiste, mène un large groupe de joueurs. Ils sont parés à partir. La voilà alors interpellée par notre duo qui aimerait la rejoindre. Mais ces dernières souhaitent d'abord voir leur attestation de l'âme. Lui affichant ce qu'elle demande, Chaeri s'en retrouve surprise. Elle ne s'attendait pas à des stats aussi hautes. Notre héros doit sûrement être un rankeur. Mais ce dernier affirme être un joueur quelconque qui n'a même pas reçu son premier éveil. Oh oh, Chaeri suppose qu'il veut s'éveiller avant la mission obligatoire. Elle est sûre qu'il est rankeur, pas la peine de le cacher. Sun Gon constate que cette femme est plus maligne qu'elle en a l'air. Il va devoir faire attention. Enfin, elle dit ça,
mais Cherry a juste besoin de personnes fiables pour la mission, et eux feront parfaitement l'affaire. Et à la surprise de notre héros, elle dit être ravie d'avoir d'autres rankeurs dans leur rang. Sun Gun ne s'attendait pas à ce qu'il ait déjà un rankeur dans ce groupe. Mais derrière lui, une silhouette s'était glissée sans dire mot, le fixant d'un regard glacial que notre héros reconnaîtrait entre mille. Bien, comme tout le monde est prêt, Cherry annonce que c'est parti. Cependant notre héros lui demande d'attendre et... trop tard, les voilà téléportés. Au milieu d'une zone inconnue, voilà que débute une nouvelle quête qui s'annonce des plus mouvementées. Salut la team, comment allez-vous? Moi ça va nickel après ce petit séjour au pays du soleil levant. Malheureusement fallait bien que ça finisse et maintenant c'est reparti pour charbonner sur YouTube. Pour ce récap, je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est ma meilleure vidéo en termes de narration jusqu'à aujourd'hui. J'ai réussi à être plus constant dans le volume, il n'y a pas trop de moments où je bafouille ou je mâche mes mots, donc je suis globalement hyper satisfait. Sauf à la limite, on va dire vers la fin où je redescends un peu, mais rien de grave. Je vais tenter de rester sur cette lancée et en vrai en écoutant les voices de la prochaine vidéo, je pense que c'est bon, c'est le cas. Sinon pour les prochaines sorties vidéo, la vidéo d'après sera un plus gros projet sur un très gros webtoon, environ 1h30, qui en plus me tient à cœur. On peut la considérer comme la spéciale d'Ika, je pense, à mon échelle ce sera un gros projet. D'ailleurs honnêtement, je pense que vous pouvez deviner quel webtoon ça sera assez facilement, même sans trop me connaître. Bon par contre qui dit plus grosse vidéo dit un peu plus d'attente, du style 4 à 5 semaines, on verra, en tout cas je vous tiendrai au courant en post de communauté, ne vous inquiétez pas. Ensuite, après ça, je vais sûrement tenter de faire une vidéo full doublée, histoire de tester un peu comme tout le monde le fait, puis après ça, je commencerai enfin à faire des suites aux vidéos. Donc comment ça va se passer les suites? Je vais d'abord faire un épisode 2 et uniquement un épisode 2 à toutes les premières vidéos de la chaîne qui ont rapidement plus eu de buzz passé un certain cap de vue, comme ça les remettra en avant. Ensuite, après ça, je ferai sûrement un sondage sur la chaîne pour choisir un ou deux manois avec vous qui sur le long terme seront focus pour avoir plus d'épisodes. Même si je pense que Return from the Abyss, donc la plus grosse vidéo de la chaîne, sera d'office choisie parmi les deux. Avec ça, je pense que j'ai tout dit, donc écoutez, portez-vous bien, n'oubliez pas hyper super méga important l'abonnement et le like, et puis moi je vous dis à la prochaine, allez à plus.